Chers téléspectateurs, c'est encore un plaisir mbégte la contenté dalal leen sur les antennes de la 7TV dans votre émission Avocat, l'émission qui traite les questions juridiques mais aussi l'actualité de manière générale. Tey nag ñu bëgg def une petite évaluation des 100 jours yi nga xam ne moom la fi le nouveau régime nekk. Donc surtout par rapport à la jeunesse, donc ñu pay dinañ waxtaan li nga xam ne moom mooy donc l'emploi, l'employabilité, mais aussi dinañ ñëwaat un peu sur la formation professionnelle, mais aussi dinañ ñëw un peu sur l'actualité du moment, maanaam le baccalauréat ak aussi un peu des questions yi nga xam ne dafa laal wàllum politique ak ki nga xam ne moom mooy sunu invité nga xam ne mi ngi tudd Mamady Kouyaté, nekk un sociologue, nekk aussi consultant, mais aussi PDG des autres études de coaching et de management, mais aussi membre de la conférence des leaders de la coalition Diomaye Président. Tey moom la ñu dalal waxtaan ak moom ci question yi ni mel, donc par rapport ak évaluation bi sur les 100 jours donc du nouveau régime, mais aussi par rapport à la jeunesse, l'emploi, l'employabilité, mais aussi la formation professionnelle et un peu les questions politiques. Mamady, ñu ngi lay nuyu, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Di la remercier ci invitation bi. Sur le plateau de 7TV, ça me va droit au cœur de venir partager avec les Sénégalais, avec la diaspora sur les questions d'actualité du Sénégal, mais également de l'Afrique. De l'Afrique, merci beaucoup. Donc comme ni ma ko waxee un peu nga nekk PDG HECM, donc nekk école de formation. Donc tey jii nii bu ñu ñëwaatee un peu ci li nga xam ne moom mooy contexte bi balaa ñu dem ci formation professionnelle dina ñëw un peu sur l'actualité, maanaam on est actuellement dans les moments du baccalauréat. Tey jii def nañ premier tour bi, ñu ngi dem ci deuxième tour bi. Ban appréciation nga am ci li nga xam ne moom mooy baccalauréat bi nga xam ne moom la ñu génn nii. Oui, baccalauréat 2024, sentiment de satisfaction lañ ci am. Si anam nu mu déroulé et surtout la rigueur avec laquelle le ministre de l'enseignement supérieur Abdourahmane et ses collaborateurs ont piloté tout le processus, parce que les cas de fraude ont été détectés et sanctionnés de façon professionnelle. Comme également nous avons senti en tout cas la transparence dans la mise en œuvre, mais aussi un résultat satisfaisant à l'issue du premier tour. Et on sait également que le second tour va être encore plus fameux. Et on espère bien que le taux de réussite globalement sera très satisfaisant. Sera très satisfaisant. Ouais. Un peu de satisfaction. Mais tey jii bu ñu gisee un peu par rapport ak 2023, donc au niveau des premiers tours, c'est une hausse tout simplement légère, hausse bu légère la, bëriwul trop. Oui, parfaitement. C'est lié à un contexte national marqué parfois par une instabilité du milieu scolaire. Vous savez que 2023-24 a été une année électorale avec des tensions ça et là. Cela effectivement peut avoir des impacts sur les résultats, mais comme les acquis sont préservés et qu'aujourd'hui il y a une hausse légère, je pense qu'on peut s'en féliciter. mën nañu retenir loolu pour l'instant, mais yaa ngi wax un peu beaucoup de rigueur ci li nga xam ne moom mooy processus bi. Donc gis nañu beaucoup de candidats yoo xam ne dañ leen a sanctionné, mais aussi de l'autre côté aussi on entend aussi le ministre mu naan il peut trouver vraiment des aménagements, parce que am na ñenn ñoo xam ne aussi ajourné nañ leen, mais ils peuvent trouver une solution pour ñu defalaat leen encore. Effectivement, deuxième session bu nar a am octobre. Éventuellement ces candidats sanctionnés pourront légitimement être candidats à nouveau, pour ne pas aussi hypothéquer leur avenir. Je pense que c'est ça que le ministre a dit. Il y a la rigueur académique et scientifique qu'il faut appliquer, mais également le caractère humaniste, le caractère, j'allais dire, émotif, pour qu'effectivement, parce que aussi étudier pendant plusieurs années et ne pas faire convenablement le baccalauréat, ça peut être une grande déception pour les élèves, mais également pour les parents. Donc je pense que le ministre va essayer de couper la poire en deux, pour qu'effectivement ñoom ñu xam ne li ñu def du yoon. Par contre ñu may leen opportunité boo xamante ne dina leen permettre ñu defaat baccalauréat. Et si yàlla àndee aussi pour mun a réussir aussi, voilà.
ñu résume peut-être c'est-à-dire rétropédalage un peu bu nga xam ne ministre bi def na ko c'est-à-dire dans un premier temps ils sont ajournés dans un second temps ñu ne dañ leen di may la possibilité ñu def deuxième tour donc loolu nan lañ ko mën a comprendre erreur la wala un peu précipitation par rapport loolu laa la expliqué nii maanaam bu fekkee ne nit ki daa def lu mu warul def li la yoon may mooy nga sanctionne ne ko normalement mais au-delà de la sanction on peut toujours pardonner comprendre qu'effectivement c'est une erreur comme vous l'avez dit c'est peut-être lié à un déficit de maturité des jeunes là mais qu'on puisse leur donner une deuxième occasion effectivement de composer et de pouvoir éventuellement voilà continuer à incarner le rêve. Je pense que c'est pas une fin en soi. La gestion effectivement peut valser entre l'application des principes de droit mais aussi la compréhension à des situations exceptionnelles. Voilà, la règle qui veut que vraiment que les téléphones portables n'entrent pas dans l'enceinte vraiment des lieux d'examen. Est-ce qu'elle n'est pas trop contraignante aussi? Est-ce qu'on ne doit pas revoir cela? Non, je pense que c'est à juste titre, parce que aussi aujourd'hui le téléphone regorge beaucoup d'éléments et beaucoup de contenus qui ne vont pas de pair avec la transparence des examens. Le mieux est de ne pas l'amener. Voilà, si on est bien préparé, je pense qu'on n'a pas besoin de téléphone pour être dans un centre d'examen. Nécessité là, parce qu'on peut dire que vraiment le téléphone actuellement nécessité là, c'est-à-dire on peut dire tout le monde du monde, mais aussi nécessité là pour les étudiants. On peut s'en priver temporairement, ouais. Je pense qu'on peut s'en priver temporairement le temps de faire les examens. Voilà, parce que sinon la crédibilité des examens peut être affectée si véritablement chaque élève peut venir avec son portable, tantôt faire semblant de regarder l'heure ou encore un autre aspect sur le portable. Je pense que la transparence peut ne pas être de mise si effectivement les élèves ne sont pas privés d'utiliser leur téléphone. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce principe de priver systématiquement tous les candidats au baccalauréat, n'est-ce pas, à utiliser leur téléphone. Mën nañu nangu par rapport aux tenues, c'est-à-dire la tenue du téléphone portable dans les salles. Ça, on peut être catégorique, c'est pas possible. Mais le fait d'éteindre les téléphones et de le mettre dans les sacs. Il faut maximiser le contrôle. Je pense qu'il faut maximiser le contrôle. Il faut veiller à ne pas créer les conditions, voilà, de la tricherie ou encore d'autres pratiques illicites. Je pense qu'effectivement, le mieux est d'interdire systématiquement l'utilisation du téléphone dans les centres. On va avancer un peu par rapport aussi, c'est-à-dire on va anticiper après, parce qu'après le bac, il y aura aussi les orientations donc des étudiantes. Je pense que d'ici peu de temps, on va les orienter. Dès que nous aussi, le ministre, on va vraiment orienter les étudiants dans les instituts privés. Donc, bailler un peu les instituts publics. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que c'est un peu problématique parce qu'on entend que l'État a vraiment des dettes par rapport aux écoles privées. Donc, est-ce que nous avons aussi un problème aussi? Oui, en fait, décision bobu ñu koy rafetal. Le fait d'orienter à nouveau les nouveaux bacheliers dans les instituts privés d'enseignement supérieur, parce que à mon avis, sous le magistère de son Excellence Macky Sall, c'est vrai qu'à l'issue de cette politique d'orientation, l'État restait devoir beaucoup d'argent aux instituts supérieurs d'enseignement professionnel et que aussi les instituts avaient déployé beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements complémentaires pour prétendre continuer à accompagner l'État dans la formation des étudiants. Et d'un seul coup, effectivement, le processus a été arrêté, ce qui a créé beaucoup de désagréments et beaucoup de dysfonctionnements au sein des instituts. Mais je pense qu'avec le nouveau régime, avec le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, nous allons partir sur de nouvelles bases, parce que aussi les instituts de formation professionnelle jouent un rôle très capital dans la formation des étudiants, surtout en termes de profil compétitif censé effectivement être dans le monde de l'emploi pour faire des résultats satisfaisants, j'allais même dire pour booster l'économie du pays. Mais c'est une question de sous aussi, c'est-à-dire on entend depuis quelque temps le gouvernement qui est là, qui nous dit qu'ils n'ont pas assez de sous. Donc s'ils optent encore pour orienter
6 nouveaux bacheliers dans les instituts privés. Donc c'est énormément d'argent aussi. Mais aussi, on peut se demander ça aussi, une question de sous. Est-ce que ça ne va pas les rattraper aussi? Oui, je pense que c'est une question de gestion du budget. C'est une question également de volonté politique parce que la réalité est que les universités publiques semblent ne pas avoir une capacité d'accueil leur permettant de regorger tous ces bacheliers-là. Donc les instituts doivent venir en appoint. Institut de formation, ils vont nous appeler Ngourgi pour que nous joxante loxo nous former ndaw ñi pour que nous ayons un profil bu leen di permettre effectivement ñu mën a nekk des salariés exemplaires mais aussi des entrepreneurs parce que li dëgg mooy institut de formation professionnelle yi dañu am seen particularité. Voilà, c'est une particularité. Voilà, la particularité est que les instituts forment à la maîtrise des pratiques professionnelles en entreprise. Les instituts forment pour l'opérationnalité. Donc c'est la formation professionnelle. Voilà, les instituts forment pour l'employabilité. Les profils sortis des instituts de formation professionnelle sont en adéquation avec les besoins du monde de l'emploi. C'est pas tout le temps le cas. Oui, c'est ça l'idéal. C'est cet idéal qui... C'est ça que vous nous disiez, mais les étudiants ne sont pas assez opérationnels aussi. Non, c'est-à-dire que l'opérationnalité est un processus. Déjà, ce qui est important, c'est de créer l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins des organisations de travail. Si l'apprenant théoriquement maîtrise les pratiques, il est évident qu'il doit aller à la phase d'expérimentation sous forme de stage, sous forme de pré-emploi, pour qu'il puisse matérialiser effectivement les connaissances théoriques. Est-ce que vous avez cette accompagnement? Et à la fréquentation du monde de l'emploi, si l'étudiant a des fondamentaux solides en termes de savoir-faire et de savoir-être professionnel, normalement, il doit être opérationnel. Voilà, donc je pense que aussi l'expérience a montré que les instituts supérieurs d'enseignement professionnel ont produit beaucoup de compétences au service des organisations, au service de l'État. La preuve, avec les nominations de son Excellence le président Diomaye Faye à la tête de beaucoup de directions, mais vous entendez beaucoup de masters. Et ces masters sont des masters professionnels. Et ces masters professionnels sont issus effectivement des instituts privés. Il y a des masters professionnels, mais aussi il y a des masters issus de l'enseignement supérieur normal. Oui, c'est ça que je vous dis, aussi. Effectivement. Donc c'est une complémentarité. Mais la place capitale aujourd'hui de la formation professionnelle, des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, n'est pas à négliger. Et même du point de vue effectivement de la création de l'emploi, les instituts jouent un rôle très capital. Ne serait-ce que le nombre de formateurs qui évoluent dans ces instituts, ne serait-ce que le personnel administratif. Donc nous sommes en train de contribuer au développement, n'est-ce pas, de l'économie du pays. Mais aussi dans ce secteur, il y a un peu, on demande aussi une réglementation aussi de ce secteur, parce qu'il y a énormément d'écoles de formation. Alors est-ce que ces écoles de formation sont agréées aussi? Ça aussi c'est un problème. Oui, parfaitement. Je ne pense pas qu'une école peut évoluer sans être en règle avec les principes établis par l'État du Sénégal. Les instituts de formation professionnelle, normalement, ont une autorisation du ministère de la formation professionnelle, un agrément du ministère de l'enseignement supérieur, et mieux également, les écoles doivent disposer de l'habilitation institutionnelle de l'ANAQ-Sup, mais également de l'accréditation des programmes. Je ne parle pas aussi de l'accréditation des programmes au niveau, n'est-ce pas, des instances africaines ou encore à l'échelle internationale, comme le CAMES. Comme le CAMES. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, l'État est en train de jouer son rôle de veille et de contrôle et d'assainir le système. À ma connaissance, en tout cas, les instituts se conforment. En tout cas, HECM, en tout cas, est en phase avec les obligations du ministère de la formation professionnelle, du ministère de l'enseignement supérieur
mais également de l'annexion. On parle d'audit. Mamadi, nous parlons énormément français, il faut qu'on revienne un peu avec le wolof. Dañuy wax ci français dafa bëri, ñu ngi wax ci audit aussi, beaucoup d'audits, mais aussi dans ce secteur, on doit aussi faire des audits parce que je pense que aussi la formation professionnelle, c'est un élément essentiel aussi du nouveau régime parce que c'est vrai que 100 jours c'est trop petit pour nous mën a évoluer un peu. Donc quelles sont les politiques ci wàllum formation professionnelle, mais je pense que donc le nouveau régime donc compte beaucoup sur la formation professionnelle aussi. Oui, vous savez, formation mooy lépp. balaa ngay xalaat dem liggéey. il faut que nga am compétence. te compétence jàng moo la koy jox boo amee baccalauréat il faut nga nekk formation universitaire formation professionnelle pour nga mun a am compétence bu lay permettre suba. nga nekk benn liggéeykat si benn entreprise. oui il a aussi nga mën a nekk entrepreneur. donc je pense que secteur boobu secteur bu am solo la. et puis yàlla def na ni si li ma gis ay ministres yu compétents. ay ministres yu am une politique très claire. ñoom ñoo yor wàllu formation. le ministre de l'éducation Guirassy, je pense que véritablement il est en train de faire un travail remarquable. Le ministre de la formation professionnelle, le ministre de l'enseignement supérieur Abdourahmane. Je pense que ce sont aujourd'hui des profils qui rassurent. Par rapport à la qualité de l'éducation et de la formation. Et je pense que l'avenir nous en dira plus. L'avenir nous dira plus. Mamadi, vous êtes aussi membre de la conférence donc des leaders de la coalition Diomaye. Tey jii nii dafa góole li nga xam ne moom mooy seen déclaration de politique générale. On vous attend sur la déclaration de politique générale, surtout par rapport aux jeunes, surtout par rapport à la formation professionnelle, par rapport à l'emploi, par rapport à l'employabilité. Ou bien c'est la charrue avant les bœufs? Non, je pense que la déclaration de politique générale ne pose aucun problème au niveau du Premier ministre accompagné, n'est-ce pas, de ses collaborateurs ministres. C'est juste une question de procédure. Qu'est-ce qu'on attend pour voilà, faire même alors? Si la déclaration de politique est prévue par la Constitution, par contre, il faut qu'il y ait un cadre réglementaire au niveau de l'Assemblée permettant à son Excellence ou encore au Premier ministre de venir se mouvoir devant les députés. Je pense que aussi on est dans un état de droit. Il faut qu'on évite l'informel, qu'on évite aussi le vide juridique, mais que les gens ne soient pas là à se mouvoir dans ce qui est illégal. Est-ce que vous Je pense qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko est un homme de droit. Si effectivement le cadre juridique est propice, c'est que l'homme Ousmane est courageux. L'homme Ousmane a une vision claire effectivement de ses ambitions. L'homme Ousmane pourra venir défendre un projet de société très fiable. Est-ce que vous n'évitez pas la majorité parlementaire tout simplement de la paire? Non, je ne pense pas. Si vous dites cadre juridique réglementaire, je ne pense pas que ce soit le fait de fuir la majorité présidentielle de Benno, parce que l'histoire a montré que même lorsque effectivement l'opposition était minoritaire, l'opposition a toujours pu tenir tête à cette grande coalition de Benno Bokk Yakaar. Je pense que le débat n'est pas à ce niveau-là. C'est une question de qualité des hommes. Mais l'Assemblée c'est une question de qualité des argumentaires. C'est pas une question de nombre. Ne vous est pas favorable actuellement? Non, favorable. Soyons. Ça n'en est pas trop dangereux parce que ce qui est important, c'est l'argumentaire qui doit se prévaloir au niveau de l'hémicycle. Voilà, c'est pas cette majorité ambulante, voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez alors pour le faire? Non, je pense que si les questions juridiques au niveau de l'hémicycle ça règle, si le cadre juridique est propice, je pense que vous êtes en train de gagner du temps tout simplement. Non, pas gagner du temps. Je pense que aussi il n'y a pas de délai pour cette matière. Donc il faut régler les préalables. Parce que aussi vous donnez le temps il faut qu'aujourd'hui la gestion des affaires au Sénégal puisse reposer sur la règle de droit. Il faudrait qu'on évite l'informel, le copinage là qui a toujours prévalu pendant le régime de son Excellence. On évite l'informel et vous nous dites que vous allez faire votre déclaration de politique générale dans la rue. Non, en fait, ça c'est une question. C'est vous qui appelez à l'informel. Non, en fait, c'est juste une intention. Mais on attend de voir mieux. Je pense que
si les conditions sont véritablement réunies, le Premier ministre va se présenter devant l'Assemblée nationale et faire sa déclaration. Et faire sa déclaration. Dinañ ñëwaat un peu sur la jeunesse, parce que je pense qu'aussi la jeunesse a beaucoup d'espoir si li nga xam ne moom mooy le régime en place. Donc on voit actuellement, comme ni ñu ko waxee, les déguerpissements. Donc il y a aussi, c'est un problème parce que je pense que vraiment actuellement on n'est pas actuellement en mesure de mettre en place des potentiels pour que les jeunes puissent travailler, et vous faites des déguerpissements sans accompagnement. Donc lolo aussi du yokk chômage bi. Je pense que l'encombrement des rues date de longtemps, et la responsabilité de beaucoup d'acteurs est engagée. Ce qui est important en cette matière, c'est de trouver une politique de désencombrement des rues, accompagnée aussi d'une politique de promotion des jeunes. Et on vous attendait sur ça. Alors donc on vous attendait sur ça. C'est une question qui n'est pas facile à régler, parce que les installations irrégulières, parfois durent dans le temps. Et ce qui fait que s'il faut les enlever, c'est pour casser leur économie. Mais vous parlez de rupture. Donc il faut essayer. Donc ça veut dire que la rupture aussi... C'est-à-dire vous parlez de rupture. Si vous parlez de rupture, nous on attend. Non, la rupture doit se faire de façon intelligente. Une nouvelle démarche aussi. De façon intelligente. Pas venir déguerpir les gens. De façon progressive. C'est pas venir déguerpir les gens alors que vous n'avez pas des moyens. Non, c'est ça que je vous dis. Je pense que le Premier ministre a parlé sur cette question. Il est important de revoir les installations pour autant des mesures d'accompagnement, pour que les jeunes ne soient pas laissés à eux-mêmes. Ouais. Voilà. Donc loolu lañ doon xaar ci yéen, c'est-à-dire c'est ne pas mettre la charrue avant les bœufs aussi. Non, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu des incompréhensions entre le ministère de l'Intérieur, les maires des collectivités territoriales, les gouverneurs et les préfets. Voilà. Mais je pense qu'un cadre cohérent, voilà, d'aménagement est en train, n'est-ce pas, d'être trouvé pour que tout se passe dans les règles de l'art et qu'on préserve quand même l'économie informelle là, tenue souvent par les jeunes, et ouvrir des perspectives, voilà, d'assistance. Je pense que dernièrement, des jeunes commerçants ont été reçus par la responsable de la DER, Mme Aïda Mbodj. Je pense que c'est déjà prometteur. En tout cas, le Premier ministre également a reçu des délégations de jeunes. Je pense que véritablement, qui connaît Ousmane, les liens séculiers qui le lient avec la jeunesse, l'amour qu'il a pour la jeunesse du pays, je pense qu'effectivement un cadre très approprié. dinaa ñëwaat ci loolu un peu, parce que on attend vraiment des perspectives par rapport à la formation, par rapport à l'emploi, par rapport à l'employabilité de la jeunesse. Mais en vous entendant parler, vous avez parlé de la DER, vous avez parlé du FONGIP, vous avez parlé du FONSIS, vous avez parlé de l'ANPEJ. C'est-à-dire on attend des perspectives de votre part, mais comme on voit comme ça, c'est pour vous appuyer sur des choses qui sont mis en place par le régime qui était là. On est au début de la gestion. Ça fait à peine 3 mois. Il faut une certaine imprégnation de l'existant. Il faut l'évaluation de l'existant pour définir de nouvelles politiques. Je pense que la rupture a déjà commencé. Ça va continuer, et que dans les temps à venir, véritablement, des résultats probants. Mais la rupture n'est pas effective parce que vous vous appuyez sur des choses qui existaient. Non, mais aussi, on ne peut pas faire table rase sur tout l'existant, parce que aussi la gestion est une continuité. Voilà, la gestion est une continuité. Il faudrait, comme je vous l'ai dit, évaluer d'abord l'existant, s'imprégner de l'existant pour définir de nouvelles politiques. Donc est-ce qu'on ne doit pas alors revoir le mot rupture aussi? Non, ça dépend de l'analyse que vous faites de la rupture. Le changement, c'est d'abord l'évaluation de l'existant. C'est ça que je vous dis. Parce que les nouvelles politiques ne sortent pas du néant. Voilà, donc si on parle de rupture et de changement, c'est réel. Par contre, effectivement, ça part d'abord de l'évaluation de l'existant, de l'imprégnation de l'existant, sortir les forces et les faiblesses de l'existant pour voir quelles sont les nouvelles perspectives. Quelles sont les nouvelles perspectives? C'est comme ça que la gestion se passe. Dinañ ñëw ci nouvelles perspectives. Vous êtes membre de la conférence, tey jii bëggoon nañ xam exactement quelles sont les politiques, c'est-à-dire que vous mettrez en place, parce qu'on parle de perspectives,
pour la jeunesse, c'est-à-dire actuellement en termes de formation, en termes d'emploi, en termes d'employabilité, le chômage des jeunes il est toujours là et sans corona, c'est-à-dire la jeunesse a énormément d'espoir, a placé énormément d'espoir en vous. Donc quelles sont les perspectives par rapport à ça? Donc quelles sont les politiques que vous allez mener pour la jeunesse? Oui, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, les politiques de jeunesse vont se mouvoir autour déjà des structures existantes. Chaque structure a une mission bien déterminée. Quand je parle du TRAFPT, quand je parle de l'ANPEJ, du FONGIP ou encore du FONSIS, chaque structure effectivement a un rôle bien déterminé en termes déjà de formation des jeunes pour qu'ils puissent avoir des compétences requises, mais aussi en termes d'employabilité pour les accompagner autour, n'est-ce pas, des projets qu'ils vont porter et pouvoir les aider même à trouver des financements. Je pense que c'est ça les perspectives. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'assurer déjà une formation de qualité pour que la main-d'œuvre soit qualifiante. Deuxièmement, créer beaucoup d'opportunités d'insertion en termes d'emploi, mais également miser sur l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat aussi n'est pas simplement dans les secteurs du tertiaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de domaines endogènes, comme l'agriculture, comme l'élevage, comme la pêche, comme l'artisanat, comme la foresterie, comme le commerce, comme le transport, qui sont des potentialités locales autour desquelles les jeunes peuvent se mouvoir. Et je pense qu'autour, n'est-ce pas, de tous ces secteurs-là, l'État, en tout cas, est en train de développer des stratégies pour que les jeunes puissent avoir des occupations, que les jeunes puissent être de véritables travailleurs, que les jeunes puissent créer de la valeur ajoutée et booster, n'est-ce pas, le développement. Et l'immigration clandestine, c'est-à-dire à une petite proportion, donc ça montre quoi? C'est-à-dire les 100 jours que vous avez fait ici, c'est-à-dire est-ce que dans le Nakhel aussi la jeunesse, parce qu'on voit à une petite proportion, mais au fur et à mesure ça peut s'augmenter. Non, je pense que l'OLU n'est pas lié au régime de son excellence le président Diomaye. C'est un phénomène ancien, dès l'instant qu'il y a cette volonté, en tout cas, pour des jeunes d'aller en Occident tout en pensant que la réussite est facile, n'est-ce pas, en Occident. Mais aussi la précarité, n'est-ce pas, qui prévalait dans le passé. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui travailler pour maintenir les jeunes sur le territoire national à travers les politiques que je venais de lister tout à l'heure. Et je pense qu'avec le temps, le phénomène va aller à la baisse. Voilà, le phénomène va aller à la baisse parce que, oui. Qu'est-ce que nous permet de dire que vraiment le phénomène va être à la baisse? Oui, c'est-à-dire qu'il faut créer... Quelles sont les garanties? Parce oui, que vous êtes là depuis... les conditions de l'épanouissement des jeunes sur le territoire national en essayant de les amener à se mouvoir autour des secteurs socio-économiques leur permettant d'avoir des revenus, leur permettant de se positionner en entrepreneur. C'est ça qui va effectivement réduire le phénomène. L'entrepreneur, alors qu'on a un secteur privé qui est là, déjà là, depuis longtemps, mais qui est faible. Donc comment on peut promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes alors que notre secteur privé qui est là, non, mais qui n'est pas fort aussi? Oui, mais le secteur privé quand même est en train de jouer une bonne partition. Hein. Voilà, je pense que le secteur privé se porte bien, le secteur privé se développe, le secteur privé a de la valeur ajoutée sur l'économie du pays. Et corrélativement, l'entrepreneuriat des jeunes également est une solution très propice pour lutter contre le fléau de l'immigration clandestine. Donc il ne faut pas aussi, je pense qu'il faudra que nous disions comment réduire ce problème, mais aussi par rapport aussi au secteur privé qui est là déjà. Donc est-ce que ça, je pense que je vais reformuler un peu ma question, est-ce que c'est pas le secteur privé qui est là, mon manuel redynamiser, donc rendre plus fort pour nous vraiment impacter sur l'emploi de la jeunesse? Je suis parfaitement d'accord. Il faut que le secteur privé soit renforcé, que le secteur privé soit véritablement accompagné, pour que le secteur privé, parce que aussi les offres d'emploi, pour la plupart, sortent un peu du privé.
l'État peut recruter à travers la fonction publique, mais les entreprises privées aujourd'hui peuvent avoir des capacités de recrutement de beaucoup de jeunes qui sont sur le marché. Donc si le secteur-là, effectivement, est bien développé, je pense que aussi c'est au profit, n'est-ce pas, de l'insertion professionnelle des jeunes, surtout des jeunes diplômés. Merci beaucoup Mamadou. Le temps qui nous était imparti, temps bi jeex na. Donc balaa ñuy jeexal ma jox la kàddu gi, c'est-à-dire on parle encore de la formation professionnelle, on parle aussi de l'emploi, de l'employabilité des jeunes. Tey jii nii, quel est le message à donner au gouvernement pour vraiment que ces aspects-là soient des aspects solides ici au Sénégal pour retenir les jeunes ici? Oui, effectivement, je pense qu'il s'agit d'encourager les jeunes déjà à se former. Parce que les compétences constituent le levier ou la locomotive de l'insertion professionnelle. En termes d'emploi salarié, mais également en termes d'entrepreneuriat. Et mieux également, il faudrait aujourd'hui que le développement soit endogène. Autrement dit, il faudrait que les jeunes puissent intérioriser le culte du travail et chercher à exploiter les potentialités locales. Parce que aussi, on a tendance à vouloir forcément devenir bureaucrate, alors qu'aujourd'hui, il y a des potentialités locales qui sont porteuses d'espoir, qui peuvent créer beaucoup de revenus et qui peuvent booster le développement socio-économique du pays. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci, je suis très ravi aussi. Merci beaucoup. On était avec Mamady Kouyaté, sociologue consultant, président directeur général des hautes études et de coaching et de management HECM de Dakar, mais aussi membre de la conférence des leaders bi nga xam ne moo fi nekk le jeune en place Diomaye. Donc nous vous remercions. Voilà, donc la conférence des leaders aussi de la coalition Diomaye est une structure qui fonctionne bien. Et je pense que prochainement, nous allons faire le bilan 100 jours de la gestion de son Excellence Diomaye pour que la coalition soit le levier de la gouvernance de son Excellence le président Diomaye. Merci beaucoup, nous vous remercions. Merci, nous remercions aussi ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci réalisation bi. Bamba ñu ngi lay siyaar bu baax a baax. Remercier ki nga xam ne aussi moom mooy Khady Sarr ci montage bi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine encore une fois dans votre émission Avocat ñu ñëw ci beneen numéro. Merci beaucoup. Merci jërëjëf. Merci beaucoup. Merci.